Merci beaucoup. Rebonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier workshop de la journée, qui n'est pas le plus facile, mais nous avons donc 2 intervenants très dynamiques, donc pas de souci, nous ne risquons pas de nous endormir. Donc avec nous pour ce dernier talk de la journée, nous avons Laura Siegel de ArcelorMittal et Michael Dessat de chez Alliance Trade France. Donc le sujet va être tout simplement comment intégrer un PSP B2B pour les marketplaces via le cas d'ArcelorMittal. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et pour commencer, donc on va vous partager tout ça avec Laura. Laura, je te laisse te présenter et un peu plus en détail l'activité d'Arcelor. Oui. On va tout d'abord recommencer par présenter peut-être ArcelorMittal Distribution parce que c'est de cette entité-là qu'il s'agit aujourd'hui. Donc ArcelorMittal Distribution est une entité du groupe Arcelor qui a un rôle finalement de grossiste. Nous, contrairement à d'autres entités, on ne va pas avoir un rôle de production, mais réellement d'achat, de stockage et de revente de la matière. Et donc, voilà, on a lancé la plateforme eSteel, dont il va s'agir aujourd'hui il y a 7-8 ans. Le déploiement s'est fait petit à petit dans les différents pays où nous sommes présents avec ArcelorMittal Distribution, donc c'est-à-dire dans toute l'Europe, pour apporter un complément à nos ventes, qu'elles ne soient pas que secteur, que traditionnelles. Et au vu du succès en fait, qu'on a pu rencontrer de par la vente de tout ce qui touchait à notre cœur de métier, donc il va s'agir d'acier, d'inox, d'aluminium, dans différentes formes, que ce soit de la tôle, des tubes, des barres ou des poutrelles. On a voulu apporter un certain complément de gamme à travers la marketplace et donc proposer des produits comme de l'outillage, des consommables, de la quincaillerie ou encore des EPI. Donc tout ça, c'est votre activité elle est principalement sur du B2B, si j'ai bien compris, dans l'entreprise, hein, c'est ça les ventes. Alors eSteel en tant que tel est ouvert en soi à tout consommateur, qu'il soit un particulier ou une entreprise, mais oui, l'essentiel de la clientèle est B2B. On va dire qu'environ 95% de nos clients aujourd'hui sont des professionnels. Okay. Et donc eSteel, c'était une plateforme de vente en ligne pour vos propres produits et votre activité? Exactement, oui. Donc eSteel a été lancé en 2017-18 et vend en effet dans un premier temps, en fait, le but était de faire adopter à nos clients la vente en ligne, de les amener à commander à tout moment, dès qu'un besoin se présente, à toute heure de la journée, leurs produits, donc que ce soit principalement autour de l'acier, de l'inox ou de l'aluminium au travers du site. Ok. Et donc vous l'avez étendu, vous l'avez upgradé, complété en lançant autour de ça une marketplace. C'est bien ça? En fait, je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que déjà le e-commerce dans notre domaine n'est pas si commun que ça. La métallurgie n'est pas, on ne pense pas forcément à la vente en ligne. Donc déjà, on se démarque par ça en ayant créé il y a 7-8 ans le site eSteel. Et on a voulu rester leader dans cette démarche et rester à la pointe de l'innovation et de la digitalisation en allant encore plus loin et en proposant donc une gamme encore plus complète en associant donc cette fois-ci par contre des marchands partenaires qui vont offrir le complément de gamme qui va répondre aux besoins de nos clients dans tout ce dont ils ont besoin dans leurs ateliers, leurs entrepôts au quotidien. Tu as des exemples de marchands un peu ou de produits, on va dire, phares que vous avez ajouté, que vous cherchiez à ajouter peut-être pour compléter? Alors ça va être assez divers. On va autant avoir des métaux que nous on ne va pas commercialiser. Donc des nuances qui ne sont pas forcément faciles à trouver, qui vont intéresser nos clients parce que finalement en se connectant à eSteel, ils n'ont pas à multiplier leurs recherches, ils peuvent simplement trouver justement la nuance qui leur manque. Donc quand on parle de nuances, vraiment c'est par exemple des duretés ou des spécificités, des compositions chimiques que nous on ne va pas faire dans l'acier, dans l'inox, dans l'aluminium et qui va les intéresser. Donc on peut avoir aussi bien ce genre de produits qu'aussi des EPI qui vont pouvoir intéresser, des produits qui vont aider à la finalisation du travail de l'acier, comme des produits de maintenance par exemple, ou également des produits d'hygiène, du consommable, ça peut être de la visserie. Donc voilà, vraiment on s'adapte, on essaye d'être le plus large possible, le plus vaste possible dans notre offre produit.
EPI, équipement de protection individuelle. Oui. Voilà, donc c'est tout ce qui est gants, par exemple, protection, veste de visibilité. Et ça, c'est pas des produits que vous faisiez vous, et donc vous élargissez votre gamme, votre offre finalement, exactement, avec voilà. ces produits-là. On le voit finalement aussi dans ce que nous, on utilise déjà dans nos entrepôts. On travaille, nous également, souvent où on peut être amené dans nos entrepôts à retravailler l'acier. Donc on s'est aussi basé sur notre propre métier et également sur celui de nos clients pour savoir ce qui était le plus pertinent à offrir en complément. C'était une demande de vos clients d'avoir accès à ces compléments, ou c'est vous qui avez trouvé finalement, qui avez voulu diversifier? Il y a un peu des deux. Il y a... je le disais il y a quelques minutes, on n'est pas encore dans une industrie qui a forcément le réflexe aujourd'hui d'acheter en ligne. Donc c'est aussi encore toute une conversion des clients, un changement d'habitude qu'il faut opérer. Mais évidemment, apporter une certaine simplicité dans le processus d'achat, c'est ce que recherche tout acheteur aujourd'hui, toute entreprise veut gagner du temps. Donc voilà, c'était faire se rencontrer le besoin des clients, mais également cette volonté novatrice de notre côté de se développer encore plus dans le e-commerce. Merci pour le partage, c'est intéressant. Est-ce que peut-être tu pourrais nous décrire aussi maintenant comment vous avez géré le parcours de vos acheteurs pour s'inscrire sur la plateforme, ensuite venir commander, acheter, finalement jusque toute leur journée, j'ai envie de dire, de bout en bout. Oui, alors je vais me focaliser pour ça plutôt sur les clients B2B. Qui peuvent très facilement se créer un compte. Donc soit ils sont déjà connus de notre base de données, ou alors ils repartent de zéro en se créant un compte grâce à un numéro de TVA. Ils vont être directement détectés comme entreprise, ce qui va donc redescendre après dans nos systèmes. Grâce à ça, ils vont donc pouvoir avoir accès et aux produits ArcelorMittal, mais maintenant aussi aux produits qu'on a fait entrer via la marketplace, voir la disponibilité de ces produits, voir leur prix, qui est calculé aussi en fonction du potentiel du client, d'où l'importance aussi qu'il soit dans notre base de données. On adapte en fonction de l'entreprise qu'on a en face. Et ensuite, le parcours d'achat classique, on met le produit dans le panier. Et on en reparlera dans un instant, mais donc plusieurs méthodes de paiement qui sont disponibles, le choix de la livraison, etc. Et évidemment, tout comme tout compte de e-commerce, il a également accès après à son historique de commande et à ses factures. Est-ce que le fait que ce soit, alors tu disais le B2B, B2C, vous avez une partie de B2C, mais la majorité d'acheteurs entreprises, est-ce que vous avez des spécificités liées au fait que ce soit justement des entreprises qui achètent, que vous avez dû mettre en place ou adapter? Alors la grande différence, je pense, va surtout résider dans le paiement. Entre un consommateur particulier et une entreprise, ça va être le moment du paiement. Là où on est habitué dans le B2C à régler immédiatement nos achats, dans le B2B, un client va principalement payer avec une date d'échéance, avec un certain délai à réception de la facture. Et c'était donc là, parce qu'ils avaient cette habitude déjà via leur vente secteur, via iSteel, pour la partie ArcelorMittal, que nous avons également souhaité, pour conserver toutes les habitudes de nos clients, reproduire également cela pour la partie marketplace. D'accord, ok. Donc vos clients, généralement, ou la plupart du temps, vous leur offrez donc, si je comprends bien, des délais de paiement, c'est ça, hein, ils vont... C'est exactement ça, oui. Mais en fait, chaque client qui était déjà connu d'Arcelor, en fait, va avoir un paiement, une date d'échéance qui va lui être potentiellement propre. On peut jongler avec différentes échéances, et il était donc important aussi de pouvoir reproduire ce paiement à terme également pour la marketplace. D'accord, très, très clair. Et comment alors vous avez mis en œuvre, c'était quoi le challenge aussi, peut-être du côté technique, et aussi pour gérer ces paiements avec les marchands aussi, hein, parce que donc il n'y a pas que vous du coup qui commercez sur cette plateforme, avec les marchands, pour pouvoir mettre en place ces délais de paiement auprès des acheteurs? C'était de pouvoir connecter différents systèmes, différents logiciels qui vont nous permettre d'apporter cette réponse, aussi bien donc pour la facturation et le paiement, grâce aux partenaires Lemonway aussi avec lesquels on travaille là-dessus, et de pouvoir garantir également la solvabilité des clients, et donc leur proposer le paiement différé et assurer une certaine sécurité aussi du paiement in fine pour le marchand.
Oui, parce que alors là, je prends ma casquette un peu Alliance Trade d'assureur et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on voit dans tous les projets B2B, e-commerce, marketplace, quand on a des acheteurs qui cherchent à avoir des différés de paiement, c'est essentiel. C'est vrai que c'est une des clés de succès pour pouvoir proposer les meilleures modalités de règlement à un acheteur, de lui proposer finalement de payer en différé sa marchandise. Mais derrière, évidemment, ça va avec un risque d'impayé, risque d'impayé qui peut être plus ou moins important selon le secteur d'activité sur lequel on est, la typologie d'acheteur à laquelle on vend, les habitudes qu'ont ces acheteurs ou pas à régler de cette manière-là. Et donc l'impayé, il est supporté généralement par alors soit la marketplace, soit le marchand, ça dépend des modèles, on en parlera un petit peu aussi juste après. Mais en tout cas, celui qui propose le délai de paiement et qui émet la facture, généralement, c'est lui qui porte le risque d'impayé. Ce risque il peut être assez important parce qu'en B2B, on parle de paniers moyens qui peuvent parfois monter assez haut selon la typologie de produit qui est commandé. Et donc, un impayé peut mettre à mal quand même de manière assez impactante l'activité d'une entreprise, puisque derrière, pour récupérer sa marge, et surtout quand les marges, selon les industries, sont assez faibles, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, et donc il faut refaire beaucoup de transactions réussies pour pouvoir se refaire d'un impayé. Et donc, c'est ça sur lequel nous, on essaye de veiller, alors avec évidemment tout ce qui est la partie prévention du risque, la partie sécurisation avec l'assurance et la partie liée au recouvrement. Mais bon, on y rentrera peut-être en détail un peu plus tard là, dans notre discussion. Donc, vous c'est un choix que vous avez fait de pouvoir proposer la plupart du temps donc, ces délais de paiement. Et est-ce que peut-être tu peux nous décrire aussi comment justement le système qu'on a mis en place pour pouvoir sécuriser ça ? La solution est finalement assez novatrice sur les marketplaces B2B parce que donc on a vraiment co-conçu cette solution et au moment où le client va finalement placer ses produits dans le panier et avant d'aller à la finalisation de sa commande, la première étape étant de choisir son mode de paiement. C'est à cet instant-là que Alliance Trade en fait entre en jeu et va interroger sa base de données en temps réel pour savoir si le client est solvable ou non et si c'est un bon payeur ou non. Et en fonction de ça, on va donc lui proposer ou pas le paiement différé. Donc c'est là où c'est quand même très novateur, très innovant de pouvoir vraiment avoir cette solution en temps réel et de prendre le plus petit risque possible aussi pour le marchand à la fin et qu'il soit sûr d'être payé au vu des informations qu'on a à l'instant T. Et pour le marchand, qu'est-ce que ça lui apporte, lui, du coup, quand il vient justement commercer sur votre marketplace, de pouvoir bénéficier de ce système-là ? Une sécurité totale, c'est l'une des premières questions qui est posée quand on leur expose justement qu'on propose le paiement différé. Ils sont systématiquement emballés et rassurés qu'on puisse proposer ça parce que ça paraît tellement évident dans le B2B. Et d'un autre côté, voilà, rassurer que les paiements soient quand même encadrés et que tout le monde, que les clients y aient accès s'ils sont entre guillemets légitimes d'avoir accès au paiement différé. Oui, parce que ce que vous proposez, finalement, ça réside beaucoup dans les services que vous apportez, j'imagine, aux marchands. C'est ce qui les rassure ou les attire pour venir commercer sur votre plateforme ? Alors c'est une partie, oui. Mais oui, alors ce qui va nous différencier ou ce qui est différent en effet des autres marketplaces, c'est qu'on va s'adresser à quand même un public assez différent des marketplaces B2C ou B2B même au sens large qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché quand moi je vais à la rencontre de nouveaux marchands potentiels et que j'explique que ArcelorMittal lance une marketplace ou on a lancé une, c'est en effet quelque chose qui intrigue et qui attire en même temps parce qu'on s'adresse à une population de clientèle qui est quand même très spécifique avec des métiers auxquels on ne s'adresse pas avec d'autres plateformes de e-commerce ou même d'autres marketplaces. Ok, donc jusque-là, donc en effet, la proposition pour les marchands est très intéressante. Est-ce que tu as d'autres challenges ou enjeux finalement autour des demandes de marchands, peut-être quant à comment ils commercent sur la plateforme
auxquelles vous faites face? Je ne sais pas si tu as en tête... par exemple, la facturation pour les marchands, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils émettent leur facture... Pour eux, elle va finalement être assez simple. Ils traitent une commande marketplace comme ils traiteraient toute commande finalement. Ils enregistrent donc de leur côté la commande qui est reçue et éditent une facture pour cela. Nous, ce qu'on fait juste de notre côté, c'est qu'on va rééditer une facture aux couleurs finalement d'ArcelorMittal pour qu'elle soit homogène et uniforme pour tous les marchands. La spécificité, par contre, ça va être d'y apposer un IBAN virtuel parce que le paiement donc n'est pas encaissé par nous ni par le marchand en direct. On travaille avec un prestataire de paiement qui est donc Lemonway, qui va mettre à disposition des comptes virtuels et donc des IBAN virtuels. Et c'est cet IBAN-là qui figure sur la facture qui va être remise au client. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que cet IBAN est propre à chaque client, c'est-à-dire s'il achète aujourd'hui auprès d'un marchand A, mais demain auprès d'un marchand B, eh ben, c'est quand même ce même IBAN qui vaudra toujours tout au long des différents achats marketplace qu'il pourra effectuer sur eSteel. Ok. Donc c'est vrai que c'est vraiment, je pense, ce couple, cette tripartite entre, en effet, le PSP, la marketplace et nous, l'assureur, qui fait qu'on arrive à gérer de manière complètement fluide et automatisée finalement tous ces flux de paiements différés. Et donc le fait qu'à l'échéance finalement de la facture, 60 jours, 30, 45, 60 jours selon les délais de paiement qui sont accordés, alors là je parle peut-être même plus généralement pour des places de marché avec qui on travaille, finalement on puisse s'assurer qu'à l'échéance du paiement, on met à disposition la bonne manière de payer à l'acheteur, donc lui il puisse régler sa transaction, qu'il sache de quelle commande il s'agit, du bon montant. Alors il peut y avoir peut-être même plusieurs commandes qui se succèdent, ça dépend aussi si on facture à la fin du mois ou chaque commande, donc ça dépend aussi des places de marché. Donc lui mettre à disposition le bon moyen de régler sa transaction pour qu'ensuite les fonds soient transférés directement sur le compte du marchand et que lui récupère bien l'argent qui lui est dû à l'échéance. Et donc c'est là que, évidemment, nous, on veille à cette partie-là, c'est-à-dire dans un premier temps, on va s'assurer que lorsque la commande est passée, l'acheteur qui va qui a commandé ces produits est bien solvable, donc est bien en capacité ou sera bien en capacité, selon notre vision du risque, de régler la transaction à l'échéance. Si on considère qu'il ne l'est pas, on peut demander une adaptation des conditions de paiement. Dans la majorité des cas, évidemment, l'idée c'est qu'on puisse accompagner et assurer ce risque. Et si à l'échéance, on a un problème de règlement, c'est là que on va faire jouer donc, la partie recouvrement. Donc on va commencer à aller relancer, comprendre auprès du débiteur qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne règle pas, mettre en place ce qu'on appelle du recouvrement à l'amiable, c'est-à-dire qu'on va travailler avec lui pour pouvoir mettre en place des échéanciers de paiement par exemple, et donc qu'il puisse régler sa commande ou ses commandes en plusieurs fois. Généralement, ça peut être un oubli, ça peut être un retard, ça peut être des problèmes d'étalement de trésorerie. Donc ça, on a l'habitude de les voir. Évidemment, l'idée, c'est d'adapter pour que tout le monde puisse s'y retrouver à la fin et que le vendeur puisse récupérer les fonds qui lui sont dus. Et puis, il y a des cas où on fait face à des défauts d'entreprise, ça arrive, et on est là pour assurer ça. Et donc, en cas de défaut, c'est là qu'après un certain délai, on va indemniser, si on n'a pas réussi à récupérer les fonds auprès de l'acheteur, on va indemniser le marchand, et donc là, il va récupérer l'intégralité du montant de sa commande pour lequel il a été garanti, afin qu'il puisse être sécurisé et sécuriser notamment son BFR et derrière ne pas avoir de pertes liées à la transaction qu'il a fait. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important sur une marketplace parce que finalement, c'est aussi ce qui vient chercher, c'est de commercer en sécurité finalement sur une plateforme. C'est aussi, je pense, la crédibilité de l'opérateur de la marketplace parce que on veut s'éviter d'avoir une mauvaise image en se disant que des marchands pensent ou disent que finalement c'est pas un endroit où c'est sûr et derrière où il y a des impayés et où justement les acheteurs ont tendance à venir et ne pas régler leurs transactions. En e-commerce, on voit que ça peut arriver vite parce que c'est plus facile quelque part
derrière, quand on est caché derrière son écran, d'arriver dans des parcours d'onboarding très rapides où on va avoir peu de vérifications et finalement on a mal fait le travail au début, on s'est mal finalement approprié la solvabilité de ces acheteurs et puis on s'aperçoit que derrière ils sont pas là, ils sont venus là juste pour commander et pas régler. Alors là, on arrive même dans des cas parfois qui peuvent toucher à la fraude et ça c'est quelque chose sur lequel on est aussi vigilant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous n'avez pas forcément eu vous faites attention à cette partie-là très en amont, hein, je crois. Voilà, j'allais le dire, tu parlais de sécurité. Finalement, la majorité des clients aujourd'hui sur Easteel et donc sur la marketplace sont des clients finalement qu'ArcelorMittal connaît déjà. Voilà, nos commerciaux connaissent personnellement nos clients, savent aussi si ce sont des bons payeurs, n'hésitent pas aussi à intervenir si il devait y avoir besoin. Donc il y a quand même aussi cette sécurité sur la base de données clients qu'on va offrir à nos marchands. Donc aujourd'hui, voilà. Pour le moment, en tout cas, on a plutôt des retours quand même positifs. Ok, bon, tant mieux, et on vous le souhaite évidemment. Mais je pense que des différents projets qu'on a pu voir, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des parcours d'onboarding et de est-ce que la marketplace est ouverte à tout nouveau client ou pas. Donc c'est pas forcément le cas. En tout cas, vous avez des process très sécurisés là-dessus et évidemment ça rassure l'assureur. Mais on sait aussi gérer des parcours dans lesquels on a des places de marché qui sont beaucoup plus ouvertes, c'est-à-dire que n'importe qui, à partir du moment où il a un sirène, peut venir s'inscrire et acheter. Et l'enjeu pour ça, c'est d'avoir quelque chose de très digital, très, très instantané, où on veut qu'en quelques minutes, on puisse passer de je suis une entreprise, je ne vous connaissais pas, je m'identifie, je donne quelques éléments pour rassurer sur mon identité, qui je suis, et je vais avoir un parcours d'achat, arriver au moment du paiement, et au moment du paiement, idéalement, bénéficier d'un délai de règlement. C'est là l'enjeu, c'est de se dire comment je m'assure que cette personne, déjà, c'est bien la personne qu'elle prétend être, hein, parce que, encore une fois, contrairement à des activités historiques où on avait du physique et on pouvait identifier en agence, par exemple, des acheteurs et leur demander un certain nombre de vérifications, là, on est sur du complètement en ligne, complètement digitalisé, où on n'a plus ce temps de vérifier. Donc là-dessus, nous, on a travaillé à avoir un module d'authentification pour onboarder ces acheteurs avec plusieurs méthodes. Une première, c'est on va vérifier sa pièce d'identité. Donc on va lui demander de charger ses documents d'identité. On va faire une lecture de la pièce, vérifier que c'est une vraie pièce d'identité, qu'elle n'est pas volée. Si c'est le cas, on a des alertes et de suite, on va informer notre partenaire, l'opérateur de la plateforme, pour lui dire attention, là, il y a un risque fort, donc potentiellement de fraude. Donc soit il faut couper le compte, soit demander plus de vérification. Le deuxième, c'est on va utiliser donc des capacités d'open banking, donc liées à la directive des services de paiement, et demander une connexion de l'acheteur à son compte bancaire pour, au travers toujours d'un partenaire dont c'est la spécialité de faire ça, pouvoir lire l'IBAN du compte et vérifier la raison sociale de la société. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire correspondre avec la raison sociale de la société qui s'est inscrite sur le site. Donc on a là pour le coup une vraie correspondance et c'est ce qui nous rassure le plus parce qu'on sait que le compte appartient bien à la société. Ce compte sur lequel potentiellement on viendra à l'échéance du paiement faire un prélèvement ou demander un virement depuis. Et donc quelque part, alors ça ne nous garantit pas que le compte sera approvisionné en fonds à l'échéance du paiement, mais ça garantit au moins qu'il appartient bien à cette entreprise. Une troisième qui est un peu liée à ça, qui est de demander un virement de quelques centimes, 1 euro, depuis ce compte bancaire de l'entreprise vers le compte du marchand ou un compte de cantonnement, de séquestre. Et pareil, le virement nous permet de lire l'IBAN du compte et de vérifier la raison sociale de la société. Donc ça c'est la partie authentification qui rassure sur le fait d'éviter des risques de fraude à l'usurpation d'identité notamment, qu'on a pu voir et qu'on voit encore dans des activités de B2B assez régulièrement. Hein. Donc, je commande, je me fais livrer. En plus, je me fais livrer sur des chantiers si jamais je suis dans des activités qui le permettent. Et derrière, je règle jamais parce que c'était pas l'entreprise qui a commandé.
Donc première partie, identification. Au passage, on va vérifier le scoring, la solvabilité. Donc ça, c'est ce que tu expliquais qu'on a mis en place, solvabilité de l'entreprise, une fois qu'on est sûr de qui elle est. Et puis on rentre dans ce parcours finalement d'assurance. Alors nous, l'enjeu, c'était évidemment que ce soit tout en temps réel parce qu'il fallait qu'au moment du paiement et de la validation du panier d'achat, on puisse répondre sur une capacité à couvrir ou pas. Et j'imagine que pour vous, ça aurait été compliqué de dire à vos acheteurs patientez 24 heures le temps qu'Allianz analyse le risque. C'est en effet pas quelque chose qu'on aurait pu répondre, d'autant plus que les clients connaissaient déjà eSteel et avaient du crédit pour la partie donc, de produits ArcelorMittal. Donc si tout d'un coup on leur disait par contre pour la partie marketplace, va falloir patienter, on revient vers vous, ça n'aurait pas été entendable, non. Donc on l'a bien compris, on l'a pris en compte. Et donc l'idée, l'enjeu, c'était vraiment de se connecter par API dans la plateforme pour intégrer nos réponses de couverture d'assurance en temps réel dans le parcours d'achat et qu'au moment d'arriver au moment du paiement, on ait donné toute notre capacité de couverture sur la transaction et qu'on puisse proposer, ou que vous puissiez proposer à vos acheteurs les modalités de paiement qui vont bien, le niveau de couverture, que vous soyez rassurés sur le niveau de couverture qu'on donne et qui couvre bien la commande en question. Donc là, donc là, c'est vraiment la partie assurance. Et puis enfin, comme je l'expliquais, la partie recouvrement, indemnisation. Donc là, le fait de pouvoir aussi, de manière très simple, ouvrir un dossier contentieux en cas d'impayé. Si jamais donc, le marchand subit un impayé et donc après X jours, une fois que la facture est due, on n'a pas de règlement qui arrive. Et donc là, pareil, intégration dans votre système d'une possibilité d'ouvrir des dossiers contentieux auprès de nos équipes. J'ai couvert le parcours, ça va ? T'as tout couvert. Ok. Je pense qu'on a plutôt bien... On a tout balayé, oui, ouais. On a bien présenté tout le parcours. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Laura, merci pour ce témoignage et puis le partage autour de votre plateforme. On suit ça avec attention, évidemment, à tous les niveaux, mais ça se passe très bien, on est très contents. Vous avez un beau projet et j'ai pas de doute que ça va faire plein de belles choses dans le futur. Je ne sais pas comment... Donc effectivement, on va passer aux questions, si vous en avez. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander à nos intervenants ? Merci pour la présentation. Vincent, e-commerçant. Tout d'abord, première question, c'est quelles différentes échéances vous proposez sur eSteel et quels sont vos critères pour justement... en fonction des différentes échéances. Et la deuxième question, c'est est-ce que, justement, pour vérifier le compte, la solvabilité des personnes, vous demandez un acompte à la commande ? Alors, première partie donc sur les échéances. Pour la partie ArcelorMittal, là, ça va dépendre de chaque client. On a différents délais en fonction des comptes clients. Par contre, la contrainte, je vais dire, qu'on a eu pour la partie marketplace, c'était d'uniformiser ce modèle et donc d'avoir une seule échéance. Et on a opté pour la plus commune parmi toutes. Donc voilà, il y a une seule date, une seule durée d'échéance. 30 jours fin de mois, oui. Est-ce qu'ils reçoivent ils réceptionnent leurs marchandises à quelle échéance ? Est-ce qu'ils les réceptionnent tout de suite ou il y a un délai de traitement ? Alors, chaque marchand est libre de configurer ce qu'on appelle la grille logistique. Donc, en fait, il va, dans son back-office, pouvoir paramétrer la durée de livraison. Et c'est celle-là qui va être affichée au client. Donc, en fait, la livraison et la facturation ou le paiement en fait, ne sont pas liés en tant que tels. C'est tout l'intérêt justement du paiement différé, c'est que le marchand livre et facture à peu près au même moment et que le paiement se fasse donc dans un délai un peu plus tard. Il peut réceptionner sa marchandise des fois après les 30 jours ?
Non, ça peut arriver à moins que le marchand lui-même ait besoin de se réapprovisionner pour livrer, mais non, sinon ce n'est pas le but. En effet, souvent les livraisons se font sous 24, 48 heures ou quelques jours en tout cas, et donc c'est bien deux choses distinctes, et c'est plutôt la livraison qui va conditionner la ou l'expédition qui va conditionner la facturation, et le paiement se fera dans un second temps. Peut-être pour prendre la deuxième partie de votre question, alors, sur les durées de crédit, nous, on sait adapter la couverture d'assurance selon les durées de crédit, 30 jours, 45, 60 jours. En France, on est dans le cadre de la LME, donc on ne dépasse pas les 60 jours ou 45 jours fin de mois. Mais on peut gérer plusieurs durées de crédit différentes sur une même plateforme. Et ensuite, sur la partie acompte, alors on ne demande pas d'acompte pour pouvoir prendre et sécuriser un délai de paiement. On ne demande d'ailleurs aucun document à l'acheteur. Alors, il y a la partie onboarding que j'ai décrite où on peut demander des vérifications, mais ça, c'est optionnel. Si on est dans des parcours finalement ou d'authentification où on sait que les acheteurs sont bien identifiés, on va demander aucun document à l'acheteur pour étudier sa solvabilité. Ça, c'est nous, on le fait par rapport à notre propre base de données de risque et sur le fait qu'en fait, on a une bonne connaissance déjà des acheteurs, notamment sur certaines... Alors en France, même une très bonne connaissance, en Europe aussi. Donc on n'a pas besoin de leur demander d'éléments supplémentaires et c'est ce qui nous permet aussi de donner des réponses directement sur la capacité de couvrir ou pas une transaction donnée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'en ai deux petites, une chacun. Déjà, est-ce que, Laura, vous pouvez nous dire à peu près tout le projet Marketplace, combien de temps ça vous a pris? Parce que c'est quand même déjà impressionnant. Quand on imagine ArcelorMittal, comme vous l'avez dit, on n'imagine pas du tout digital et une Marketplace. Donc, à peu près combien mettre en place une Marketplace B2B, ça peut nécessiter? Alors, il y a plusieurs phases, en effet. La construction de ce qu'on appelle le build, vraiment de s'associer avec les différents partenaires, de faire les connexions entre les différents systèmes. Je suis en train de recalculer, ça a dû prendre environ 2-3 ans de faire le choix du bon partenaire, de connecter les différents systèmes entre eux, de tester le tout. Et après, on a aussi commencé une première phase de déploiement, mais qui était quand même aussi encore du test, avec des phases pilotes, en sélectionnant certains clients, certains marchands qui ont bien aussi voulu démarrer avec nous pour s'assurer que tout le process était fluide, corriger ce qu'il y avait encore à corriger avant de finalement déployer après sur tout le territoire français. Puis maintenant, on commence aussi le déploiement européen. Donc voilà, c'est un projet qui vit maintenant depuis, qui est réellement déployé en France depuis 1 an, mais qui est en construction depuis, je crois, 4 ans maintenant. Donc ça prend un peu de temps et c'est en effet quand même de grande envergure pour finalement proposer, c'est l'un des avantages qu'on essaie aussi de mettre en avant, c'est de proposer à des marchands qui sont peut-être moins digitaux une forme de site clé en main. Parce que tout le monde n'a pas forcément son site marchand, donc au moins c'est une manière comme une autre de faire également du e-commerce. Merci beaucoup. Donc, petite question également pour Michael. Là, on voit donc ce que vous avez mis en place avec ArcelorMittal, donc cette logique très B2B, donc tripartite avec aussi Lemonway. Est-ce que de votre côté, vous avez la capacité de proposer la même gamme de services de sens plus ou moins large avec n'importe quel secteur, ou est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous n'avez pas, ou est-ce que pareil au niveau paiement, vous pouvez vous interfacer, on imagine, avec n'importe qui, ou est-ce que vous avez des limitations? Comment ça se passe? Alors, nous, on a développé des jeux d'API qui permettent de se connecter après avec n'importe quel environnement. Donc ça c'est plutôt très flexible et ça nous ouvre à peu près tous les marchés. On est en train de développer des plugins sur les principales plateformes CMS pour être, on va dire, plus facilement intégrable à l'avenir. Secteur d'activité, on est assez large, mais c'est surtout les secteurs d'activité propres au B2B, évidemment, qu'on va aller chercher. Après, on est réglementé, ça, je passe un peu de détails, mais en termes de société d'assurance, donc on a des secteurs qu'on ne couvre pas, certains secteurs très particuliers, mais globalement, on va dire qu'on est assez agnostique à partir du moment où il y a des échanges commerciaux entre entreprises sur des secteurs, on va être présent.
Et ça va de l'agroalimentaire, de l'industrie, du BTP, de la santé. Donc on a vraiment un panel assez large de secteurs. Et ensuite, la dernière partie, donc sur la partie interfaçage avec les solutions de paiement. Alors en effet, on travaille avec beaucoup d'acteurs du marché aussi sur la partie paiement. Parce que nous, aujourd'hui, on s'insère derrière, finalement, la partie paiement à l'échéance, récupération des fonds. Donc voilà, on est assez agnostique là-dessus. On est capable de travailler et de s'intégrer derrière un certain nombre d'acteurs du paiement. Généralement, c'est plutôt l'opérateur de la marketplace qui va nous intégrer. Donc c'est... du coup, du côté de Laura et d'Arcelor dans ce cas-là, mais plus généralement, c'est assez souvent le cas. C'est eux qui vont être un peu le chef d'orchestre des différents flux. Donc, quand est-ce que je déclenche l'appel au paiement, quand est-ce que je déclenche l'assurance, le recouvrement, donc tout le cheminement finalement de la transaction commerciale jusqu'au paiement, c'est là que ça va se passer. D'accord. Du coup, ça me fait penser à une autre question. À peu près, donc cette partie-là, c'est quelle temporalité, combien de temps à peu près ça nécessite? Est-ce que vous arrivez plutôt, donc a priori plutôt en fin, entre guillemets, de développement de projet, d'après ce que vous me dites? Oui, alors ça serait... je peux parler de moi, des projets que j'ai vus et après te laisser commenter. Tu me diras d'ailleurs si ce serait intéressant si tu es aligné. Mais dans des projets de construction de plateformes de vente en ligne ou de marketplace, généralement, la partie paiement ou en tout cas sécurisation du risque de crédit, c'est pas la première chose qu'on se pose. Déjà, il faut trouver le bon CMS qui correspond à l'activité. Il faut se poser la question des catalogues produits, de comment on va charger tout ça, comment on va onboarder les marchands, l'expérience qu'on va leur proposer. L'enjeu pour les marketplaces, c'est plutôt d'onboarder les bons marchands pour avoir la bonne offre, le bon catalogue et ensuite attirer les acheteurs. Il y a la partie PSP, flux de paiement, et derrière, en B2B, se pose par contre rapidement la question de la sécurisation du risque de crédit et de savoir comment on va le faire. Et c'est là qu'on entre en jeu. Donc, mais avant, voilà, il s'est passé quand même un certain nombre d'étapes. Alors j'en ai sûrement sauté quelques-unes. Donc je dirais on n'est pas les premiers à être interrogés, mais il faut se poser la question assez tôt parce que ça peut avoir un impact assez important dans l'expérience utilisateur, que ce soit côté acheteur et côté marchand. Non, mais je te rejoins complètement. En effet, c'est une partie quand même très spécifique du parcours. Donc, c'est pas la première avec laquelle on va commencer, mais en effet, qui n'est pas sous-estimée non plus. Parce que, et le seul point que je voudrais peut-être apporter, au-delà du point technique finalement qu'il faut intégrer, il y a aussi toute la partie plus contractuelle qui est également à mettre en place et voilà, voir quel va être le processus aussi avec les marchands pour ensuite faciliter la communication et l'intégration et leur faire souscrire à l'assurance. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous.